On va faire le point sur la surdité en Afrique. Alors, on va commencer d'abord par les représentations qu'on a de la surdité en Afrique. Alors, généralement, les gens se représentent la surdité et de manière plus globale, le handicap comme étant soit une malédiction divine, soit comme étant un mauvais sort qui est jeté à la famille. Les parents, par exemple, de personnes handicapées vont se dire, mais pourquoi mon enfant, pourquoi moi, pourquoi c'est mon enfant qui est touché? Euh, on a des chercheurs par exemple, ont eu à faire des recherches au Burkina Faso qui faisaient remarquer que les encadreurs des enfants handicapés euh, les regarder avec les yeux de leur culture, c'est-à-dire ils projetaient les préjugés qu'ils avaient sur ces enfants-là comme étant des enfants qui venaient par exemple d'une autre vie et qui à ce titre donc n'étaient pas n'étaient pas des personnes au même titre que les autres enfants. Donc il y a cette vision du handicap comme étant des personnes handicapées comme étant des personnes sur lesquelles pèse un mauvais sort ou le mauvais œil ou une certaine malédiction. Ça, c'est l'une des représentations plutôt répandues de la surdité. Alors, mais plus généralement, la personne sourde ou malentendante est perçue comme étant un malade. La surdité est perçue comme étant une pathologie. Euh, Quand on regarde, généralement, on va parler de la surdité comme étant, et là je prends le terme du syndicat des audioprothésistes, qui en ont parlé lors de leur congrès de 2006. Ils parlaient d'un problème de santé publique en Afrique. Donc il y a cette perception-là de la surdité comme étant d'abord un problème, une pathologie. Je le souligne, certes, la surdité c'est un handicap, on peut le dire, peut-être à bien des titres une pathologie, mais euh, je vais mettre cette perception de la surdité en contraste avec la perception qu'on a généralement de la surdité dans les pays occidentaux, dans l'Occident où la surdité, c'est une pathologie, d'accord, mais c'est aussi une expérience de vie, c'est un état, c'est une certaine culture. Et or, c'est cette notion de culture sourde dont on a eu à parler dans les cours précédents, qu'on ne retrouve pas en Afrique. Néanmoins, on va dire que si généralement la perception de la surdité est négative, ce n'est pas toujours le cas. Les personnes malentendantes et sourdes ne sont pas toujours perçues négativement. Et c'est très souvent le cas pour les personnes qui exercent déjà une profession, qui sont impliquées dans des activités professionnelles qui ont un certain revenu et qui sont donc appelées à communiquer avec d'autres personnes. Celles-là, généralement, dans les échanges qu'ils auront, généralement, les personnes avec lesquelles ils vont communiquer ne vont pas toujours, je ne dis pas systématiquement, mais je dis ne vont pas toujours voir d'abord qu'ils ont devant eux des personnes sourdes et malentendantes. Bien, alors, quelle est donc la conséquence de cette représentation qu'on a des sourds en Afrique? Alors, première chose, c'est que en rapport avec la représentation liée aux sociétés traditionnelles, au fait que les sourds sont des personnes sur lesquelles il y a un mauvais sort, il y aura une forme de crainte ou alors une forme d'indifférence qui va naître de cette représentation de la personne sourde et malentendante. Une crainte d'abord parce que on s'imagine que si cet enfant sur qui ce qui pèse le mauvais sort est arrivé dans ma famille, c'est que c'est ma famille qui est visée. Donc on a l'impression qu'on nous en veut, que quelqu'un nous veut du mal et c'est la raison pour laquelle
ce qui arrive nous arrive. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, c'est que généralement, ces représentations-là entraînent l'exclusion et les abandons des enfants sourds. L'exclusion d'abord parce que lorsque on se représente le sourd comme étant un enfant ce qui a le mauvais œil, qui n'est pas, qui a reçu une malédiction divine, on a la tendance naturelle des individus, c'est de vouloir s'écarter de ce qui est malédiction, de ce qui n'est pas bénédiction, et naturellement, et pour eux, s'écarter de cela, c'est mettre cet enfant-là de côté, ou alors c'est même le cacher à la vue des gens pour qu'on ne soit pas perçu comme étant des gens qui sont touchés par la malédiction, touchés par le mauvais sort. Ce sera aussi l'abandon de ces enfants. On va peut-être voir que bon, on n'a pas quelque chose à gagner de ces enfants. Et la tentation sera de les abandonner à la maison, de se dire que bon, on ne peut pas s'occuper d'eux, on ne peut pas. Ce serait inutile d'essayer de les éduquer ils sont sourds, ils ne peuvent pas être formés, ils ne peuvent pas suivre les circuits de formation euh, normaux, habituels que les enfants suivent. Donc, il y aura une tentation de les abandonner à leur propre sort et de les laisser se débrouiller. Bien, alors, une autre conséquence, c'est qu'ils vont être perçus essentiellement comme des charges pour les familles. Euh, tous les enfants sont des charges pour des familles, mais les enfants ne sont, en fait, dans leur bas âge, tous les enfants sont des charges pour des familles, mais les enfants ne sont pas perçus comme des charges pour des familles. Et je crois que là, il y a une véritable différence. Lorsqu'il y a un enfant dans une famille, on élève l'enfant, on s'occupe de l'enfant, mais pas comme une charge, comme un devoir. Et c'est un devoir, on se dit que c'est normal de faire cela pour son enfant. Et on sait que de toutes les façons, il viendra un moment où l'enfant sera suffisamment autonome pour prendre ses décisions pour lui-même, s'occuper de lui-même. Et on n'aura plus besoin de s'occuper de lui, de le tutorer. Alors que les enfants sont perçus essentiellement comme des charges parce que lorsqu'on regarde, on se dit qu'ils auront toujours probablement besoin d'un accompagnement. Il faudra toujours quelqu'un qui soit là, qui ait assez de patience pour comprendre ce qu'ils disent, pour comprendre leur message. Et de ce point de vue, ils sont donc perçus comme étant des charges beaucoup plus lourdes que des enfants, entre guillemets, normaux. Ce regard de l'autre peut aussi créer chez la personne sourde malentendante deux phénomènes. D'abord, je vais parler de la marginalisation, du fait de se mettre soi-même à l'écart de l'auto-exclusion sociale des personnes malentendantes. Ces personnes vont se sentir comme, par exemple, non désirées, comme étant rejetées, mises à l'écart, comme étant différentes, et auront donc tendance à adopter une forme de repli. Mais ça peut aussi, au-delà de l'exclusion, ça peut aussi affecter leur morale, leur propre estime de soi. Ils peuvent développer une estime de soi qui est faible, qui sera euh, insuffisamment bonne pour affronter les défis de la vie. Et dans un contexte où ils sont par exemple appelés à sortir du cocon familial, ça peut poser véritablement problème. Ils peuvent ne pas être préparés à affronter les défis de la vie lorsque ce regard pèse sur eux. Alors, maintenant, s'il faut parler de la prévalence et de l'étiologie de la surdité en Afrique, on va commencer par faire remarquer que, d'après les chiffres de l'OMS, ces chiffres datent de 2021, il y a dans le monde 466 millions de personnes qui souffrent d'un déficit auditif handicapant qui nécessite une aide. Et la majeure partie, c'est-à-dire
80% de cette population-là vit dans les pays à faible revenu. Là, on parle notamment des pays de l'Afrique sous le Sahara, de la, de, de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est aussi, de l'Asie Pacifique. Alors, pour le cas précis de l'Afrique, on a 136 millions de personnes qui souffrent d'une déficience auditive, dont 39,9 millions qui souffrent d'une déficience auditive moyenne ou grave, c'est-à-dire qui nécessite un accompagnement, qui nécessite une aide auditive. Alors, et on estime que ce chiffre devrait monter à dépasser même les 332 millions euh, en 2050 seulement dans le continent africain. Alors, pour ce qui est de l'étiologie de la maladie, de manière générale, si on écarte la surdité de naissance, la plupart des surdités acquises sont acquises dans le bas âge, dans l'enfance. Et les premières causes de de la surdité, de la survenue de la surdité, ce sont les maladies infectieuses. C'est notamment les maladies comme la méningite, la rougeole, l'otite. Lorsque ces maladies sont souvent mal soignées, peuvent dans certains cas conduire à de la surdité. Et, et dans ces cas-là, dans la plupart de ces cas, cette surdité n'est pas irréversible. Le problème sera au niveau du diagnostic. On observe ainsi que, par exemple, le taux de prévalence de la surdité en Afrique subsaharienne, je précise, est bien plus élevé que dans les autres pays en voie de développement. Et c'est comme je le faisais déjà remarquer, c'est notamment dû au dépistage tardif, au fait que les enfants sont dépistés tardivement ou alors ne sont pas du tout dépistés. Mais c'est aussi lié, et toutes ces raisons sont liées au mauvais accès à l'information. Les parents qui n'ont pas les informations ne vont pas nécessairement aller vers les, 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 les centres de santé pour s'enquérir, pour comprendre ce qui arrive à leurs enfants. Et une troisième raison qui n'est pas des moindres et qui est même liée aux deux premières, c'est la question des moyens, du manque de moyens. À la fois du manque de moyens au niveau des structures, mais aussi du manque de moyens au niveau des familles, des parents. Si je dois prendre cet exemple, on aura par exemple des familles qui vont peut-être constater que leur enfant a des problèmes et ne vont pas l'envoyer vers un otorhinolaryngologiste, euh, vont peut-être avoir d'autres démarches, vont s'imaginer que l'enfant fait la fièvre, que l'enfant est, oh, pourquoi pas même possédé, mais ne vont pas s'imaginer que ils sont ici là exposés à à, à un cas qui nécessite un examen d'un spécialiste. Ils ne vont peut-être pas penser, peut-être parce que c'est naturel de ne pas y penser, à la question de la surdité. Donc, et lorsqu'ils vont même y penser, ils risquent, il y a bien des chances ils pensent en se disant que consulter un médecin spécialisé peut coûter cher. Ça peut être cher, ça peut coûter cher. Ce qui est sûr, c'est que même l'OMS fait remarquer que les problèmes de surdité, lorsqu'ils ne sont, lorsqu'ils ne sont pas détectés, ils ne sont pas soignés, coûtent beaucoup plus cher aux finances des États. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, l'OMS invite les États à investir dans des structures de dépistage précoce pour les enfants. Alors, s'il faut donc parler de l'insertion scolaire des sourds en Afrique, on pourrait d'abord faire remarquer que au cours des dernières décennies, je vais dire des dernières décennies, il y a eu une plus grande sensibilisation au niveau gouvernemental sur l'importance
d'inclure toutes les personnes handicapées, de prodiguer aux personnes possédant un quelconque handicap ou déficit une aide pour la scolarisation comme garantie, enfin, comme condition nécessaire à une insertion professionnelle. Donc, en fait, l'enjeu pour les gouvernements, pour les politiques, c'était précisément de mettre en place des politiques d'alphabétisation et de scolarisation et en l'occurrence pour les enfants déficients auditifs, en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Donc, lorsque l'État investit pour la formation des enfants, c'est précisément parce que l'État espère que cette formation-là permettra à ces enfants d'être insérés dans la société et par ce moyen d'avoir une certaine autonomie. Alors, euh, comment est-ce que la plupart, enfin, comment les États s'y sont pris? La plupart des États ont mis en place des curriculums, des programmes d'enseignement destinés aux, euh, aux sourds scolarisés, aux malentendants graves. Mais les États ont aussi mis en place des programmes de formation pour les formateurs, pour les encadreurs de ces enfants sourds. On va ainsi remarquer que dans plusieurs universités, au cours de ces dernières décennies, il y a eu l'apparition d'offres de formation, notamment en éducation spécialisée. Et je pense que euh, vous, vous, vous en savez sûrement quelque chose. Alors, il y a eu plusieurs offres de formation en éducation spécialisée au niveau universitaire et avec pour objectif de former ceux qui vont ensuite aller encadrer les déficits auditifs. Quand je parle de ceux qui vont encadrer, certes, on peut penser aux encadreurs, aux enseignants, mais on pense aussi aux parents, hein. Il faut penser aux parents. Et les États ont aussi, dans bien des cas, accorder des subventions via certains ministères chargés des affaires sociales, accorder des subventions à certaines structures d'encadrement des personnes déficientes auditives pour pouvoir les accompagner, étant donné que l'accompagnement, l'encadrement de ces personnes-là nécessite plus de moyens. Les États ont souvent accompagné cet encadrement-là via des subventions. Mais on va quand même faire le constat que euh, subventionner l'encadrement n'est pas synonyme d'investir dans les structures d'accompagnement. On observe ainsi qu'il y a très peu de moyens matériels, ou alors trop peu. Il y a peu de moyens matériels et financiers qui sont investis dans la scolarisation et l'encadrement des sourds et des malentendants. Il y a peu de moyens, et je précise bien peu de moyens publics, peu de moyens venant des gouvernements qui sont investis pour l'accompagnement, pour l'encadrement et la scolarisation des sourds et des malentendants. Euh, Deuxième constat qu'on pourrait faire, malgré la profusion des formations désormais des formations en éducation spécialisée, notamment pour les sourds et malentendants, qu'il y a encore une, un déficit en termes d'encadreurs qualifiés, de personnel formé et qualifié. On a beaucoup de structures qui fonctionnent, y compris au Cameroun. On a beaucoup de structures qui fonctionnent encore avec des personnels formés sur le tas, avec des personnels qui n'ont pas toujours les qualifications et ça peut poser problème. Je crois que je vais revenir sur le problème que ça peut poser lorsqu'on parlera de la langue des signes. Mais on fait déjà ce constat-là que même au niveau de la formation, malgré l'offre de formation, il n'y a pas nécessairement un nombre suffisant d'encadreurs et de personnels formés et qualifiés pour encadrer les enfants sourds et malentendants. Et bien évidemment, euh, c'est le constat qu'on a fait précédemment. Les structures d'encadrement sont essentiellement le produit d'initiatives privées. Ces structures-là sont essentiellement mises en place par
par des privés, par des opérateurs privés, par des individus ou par des associations, y compris des associations extranationales. Et en fait, cela a une incidence sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Mais l'une des incidences de cette, du fait que les structures d'encadrement sont essentiellement des structures privées, c'est c'est le fait que ces structures sont inégalement réparties dans les pays. Vous, si on regarde bien, on va sûrement en parler. La plupart des structures se trouvent dans des grandes villes et dans les métropoles. Et les sourds-muets qui sont dans l'arrière du pays sont généralement à la marge et vont donc, à cause de leur emplacement géographique, échapper à la possibilité d'être scolarisés, d'être suivis, parce qu'il n'y a pas de structure dans leur proche proximité. Et le fait qu'il n'y ait pas de structure dans cette proximité-là va aussi faire en sorte que les parents vont très vite céder, vont très vite abandonner. Ils vont très vite abandonner l'effort de chercher des solutions pour leurs enfants. Ils ne vont pas essayer de se renseigner sur l'aide qui peut être accordée à leur enfant. Et ça pose le problème, naturellement, de la très faible sensibilisation et de la faible circulation des informations relatives à l'accompagnement et à la prise en charge de la surdité des personnes atteintes d'un déficit auditif. Alors, pour les personnes qui ont des moyens et qui vivent dans les métropoles, dans les grandes villes, c'est un peu moins compliqué parce que, on peut facilement s'informer, essayer d'avoir l'information pour savoir comment trouver l'aide adéquate à son enfant. En revanche, pour les personnes qui sont dans les contrées lointaines, ça devient très compliqué. Ces personnes-là n'ont pas souvent l'information. Ce n'est, et cette information qu'elles n'ont pas ne concerne pas uniquement la scolarisation. Ça va aussi concerner des questions comme la question du dépistage auditif pour savoir quel est le niveau de surdité, s'il y a besoin d'une prothèse pour aider l'enfant à s'insérer plus facilement dans la société entendante, ou plutôt si l'enfant a besoin d'un quelconque autre dispositif, si la surdité si sa surdité peut être remédiée, par exemple. Donc, on aura donc beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y a pas une bonne sensibilisation, qui ne vont pas se rapprocher des structures adéquates d'encadrement et qui vont rester dans leur coin, précisément parce que les structures n'étant pas financées et les structures n'étant que promues par des initiatives privées, se trouvent généralement dans des centres urbains. Et les populations sourdes qui se trouvent dans les périphéries des centres urbains sont généralement abandonnées à elles-mêmes et n'ont pas toujours accès à l'information dont elles ont besoin pour, euh, pour avoir une meilleure situation. Voilà. Alors, euh, j'ai évoqué le fait que la plupart des structures sont des structures privées. On va parler de quelques structures qu'on retrouve au Cameroun. Alors, l'une des plus anciennes, c'est l'ESEDA, l'école spécialisée pour les enfants déficients auditifs. C'est une structure qui est basée à Yaoundé, qui a été fondée par une religieuse dans les années 70. Dans les années 70. Euh, cette structure-là a été fondée pour accompagner les déficients auditifs. Et elle est gérée par un conseil d'administration et heureusement bénéficie des subventions de l'État camerounais. Bien que les subventions
dont elles bénéficient sont toujours insuffisantes pour malheureusement les, par rapport aux besoins des enfants qui s'y trouvent. Alors, une autre structure, c'est le CERSOM, le Centre d'éducation spécialisé et de réhabilitation des sourds et malentendants, qui est situé à Bafoussam, dont le promoteur, c'est un des noms peut-être importants ici à connaître, Innocent Djomte. Alors, Innocent Djomte, c'est aussi le président de l'Association nationale des sourds du Cameroun. Euh, alors, le CERSOM, c'est un centre qui offre un accompagnement pour, euh, pour les sourds et les malentendants, comme le nom l'indique. Et cet accompagnement-là, c'est un accompagnement qui est un accompagnement social, mais c'est aussi un accompagnement scolaire. Euh, les, dans cette structure, notamment, les enfants bénéficient d'une formation dans la langue des signes, mais aussi il y a d'autres méthodes pédagogiques qui sont employées. Alors, on a aussi l'INEDAF, l'Institut national des enfants déficients auditifs et visuels, qui a été fondé au Balapa, à la Mission évangélique. On a l'APDM, l'Association pour la promotion des personnes en détresse et des malentendants. Alors, là, on n'a pas un institut comme les autres centres, mais on a plutôt une association dont le but est plutôt d'aider, d'accompagner les sourds et les malentendants dans leur milieu de vie. C'est dans leur milieu de vie qu'ils accompagnent ces sourds et malentendants. Ils font notamment dans l'accompagnement, dans l'aide pour les personnes qui ont, par exemple, besoin de dispositifs auditifs ou alors pour, euh, pour les enfants malentendants qui ont des problèmes de scolarisation. Donc, cette association-là agit essentiellement dans l'accompagnement des personnes dans le milieu de vie dans lequel elles se trouvent. Alors, ça, c'était pour le Cameroun. Au niveau africain, on va juste... il y a quand même quelques structures. Mais je peux parler de trois catégories de, de structures. On a d'abord les associations. J'ai pris l'exemple ici, là, de l'association des sourds du Niger, qui a été fondée en 1979 pour défendre les droits, en particulier le droit à l'éducation, parce que c'était pas à gagner le droit des personnes sourdes du Niger. Et cette association, bon, je reviendrai sur cette association en fait tout à l'heure. On a deuxièmement les instituts. On a notamment l'INJS du Congo-Brazzaville et c'est l'Institut national des jeunes sourds. Et on a aussi un institut similaire au Burkina Faso, l'Institut des jeunes sourds du Faso. Alors, les instituts fournissent un accompagnement qui se veut complet. Complet au sens où il ne s'agit pas uniquement d'offrir une formation basique, c'est-à-dire d'alphabétiser et d'offrir une formation scolaire des sourds, non? Il est aussi question, à côté de ces formations scolaires, de leur offrir une formation professionnelle qui leur donne des perspectives d'avenir professionnel, qui leur permettent de s'insérer plus facilement dans la société à travers le travail. Donc, de telles formations vont beaucoup insister sur le fait au-delà d'avoir des connaissances, d'avoir des connaissances de langue, de manière générale, de connaissances en général, d'avoir aussi d'apprendre un métier. Ces structures vont insister sur le fait d'apprendre un métier. Alors, et on a, enfin, c'est le troisième type de structure qu'on a, les écoles. On a les écoles. J'ai tout à l'heure évoqué l'association des sourds du Niger qui a créé notamment trois écoles au Niger. Ce sont d'ailleurs les seuls qui existent encore, en fait, qui existent
au Niger. Il y a trois écoles. Il y a une à Niamey, une à Maradi et une à Zinder. Donc, on a des écoles. Mais s'il faut parler des écoles et de la scolarisation des sourds en Afrique, on ne peut ne pas parler du grand réseau d'écoles EFATA qui est fondé par des missionnaires américains. On retrouve ces écoles dans plusieurs pays, notamment en RCA, au Congo, Congo-Brazza naturellement, en RDCO, République démocratique du Congo, où on retrouve plusieurs écoles du réseau EFATA, au Tchad aussi, au Burundi et enfin au Togo. Alors, pour ce qui est de l'insertion socio-professionnelle des sourds en Afrique, alors on peut constater que de manière générale, il y a une très 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 faible insertion des sourds. Et les raisons sont évidentes. Une insuffisance de formation adaptée et un manque de moyens et de financement. Alors, il est difficile pour une personne sourde de, de prétendre à un certain nombre, à une très large palette de métiers parce qu'elle n'a pas toujours les connaissances, parce qu'elle n'a pas toujours les formations adaptées qui leur permettront de prétendre à ces métiers, parce qu'elles n'ont... Et surtout, c'est peut-être l'un des aspects essentiels, c'est peut-être l'aspect essentiel même, je dirais, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens, le financement, et ce qui va causer des abandons. Euh, je reprécise, lorsqu'on parle de moyens dans ce contexte-ci, c'est à deux niveaux. D'abord, on va parler de moyens au niveau des structures même qui n'ont pas toujours les moyens, mais quelquefois les structures ont peut-être un peu de moyens pour faire le travail, mais au niveau des familles qui doivent payer pour la formation des enfants, il n'y a pas toujours les moyens. Il n'y a pas toujours les moyens pour payer la formation pour ce que ça coûte et ça cause des abandons. C'est-à-dire les enfants ne vont pas pouvoir être formés jusqu'au bout de leur cursus et vont souvent abandonner la formation, ce qui va les empêcher de, de se former suffisamment pour prétendre travailler dans le monde professionnel comme tous les autres. Je précise aussi en Afrique, il n'y a pas de dispositions qu'on trouve en Europe, comme par exemple des contraintes d'intégrer un certain nombre de personnels dans les entreprises, des personnels atteints de handicap dans les entreprises. On n'a pas ces contraintes-là, ce qui fait en sorte que pour un employeur, il sera plus facile de ne pas accepter une candidature d'un personnel qui pour lui pourrait être un peu moins productif, même si il n'a pas toujours de garantie là-dessus, ce n'est que son préjugé. Bien. Alors, le, même, et j'ai parlé de faible insertion professionnelle. Là, je pense que ça s'applique essentiellement au métier du secteur formel. En revanche, il y a quand même meilleure insertion professionnelle dans les métiers de l'informel. J'ai évoqué notamment des métiers tels que couturier, cordonnier et même photographe. On a pendant longtemps eu beaucoup de photographes qui étaient sourds et muets et qui faisaient leur travail correctement et sans problème. Alors, le, l'insertion professionnelle des sourds dans de tels métiers nécessite, ne va pas de soi. Cela nécessite une formation, bien entendu. En revanche, il y a un certain nombre de risques qui sont liés à leur insertion dans les métiers de l'informel. Alors, l'insertion peuvent d'abord être liées à une forme de marginalisation, à une forme d'auto-exclusion de certaines sphères sociales. Je parle bien de certaines sphères sociales, pas de toutes. Certes, dans ces métiers, dans les métiers comme couturier, cordonnier, photographe,
ils sont en contact avec les autres, dont ils ont la possibilité d'échanger, de socialiser. Ceci dit, pour un sourd, il ne va pas de soi de prétendre à des métiers auxquels un individu pourrait aspirer naturellement, à des métiers qui ne sont pas ces métiers-là. C'est un peu comme si ils sont obligés de se cantonner dans ces métiers de l'informel alors qu'ils pourraient bien travailler dans d'autres structures. Donc, voilà comment on est la marginalisation et une certaine forme d'auto-exclusion de certaines sphères sociales. Ça, c'est le premier aspect. Un autre aspect, c'est que avec ces métiers de l'informel, on a une absence de l'adaptation à l'évolution des métiers. On pense d'abord à former les sourds dans les métiers de l'informel. On n'a pas une vision globale de l'évolution des métiers et on ne voit pas toujours la disparition de certains métiers. Si je prends un exemple, si on forme un sourd muet pour devenir photographe, ça peut poser beaucoup de problèmes parce que la photographie est un métier qui a quasiment disparu au cours des dernières années je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on a beaucoup moins besoin des photographes. C'est difficile pour quelqu'un d'avoir simplement un studio photo et de vivre décemment à partir de cela comme les photographes vivaient à l'époque de leur métier. Donc, on a des métiers qui disparaissent. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, de nouveaux métiers dans lesquels les personnes sourdes pourraient euh, être intégrées, dans lesquelles les personnes sourdes pourraient s'insérer, pourraient s'intégrer, mais pour lesquelles elles n'ont pas toujours la formation. On ne voit pas toujours que dans un certain nombre de métiers, elles peuvent s'adapter. Beaucoup de métiers désormais nécessitent des- uniquement des interactions médiatisées via je vais dire, des, des, des plateformes via Internet. Je prends le cas, par exemple, de métier de, de, de community manager. C'est pour faire ce travail, il faut pouvoir écouter des contenus audio, mais un sourd pourrait bien se lancer dans ce type de métier. En fait, j'ai dit community manager, ça signifie pour pour les individus qui s'occupent de gérer des communautés, les communautés de réseaux sociaux des entreprises. Par exemple, si on a une personne qui gère une page Facebook, elle peut bien interagir et agir même en étant sourde si elle est capable de lire et de comprendre ce qui est dit. Euh, et j'ai déjà évoqué le fait que les sourds pouvaient désormais participer même à des réunions en ligne parce que généralement les sites les géants du web tels que Zoom ou Google proposent des audio descriptions qui retranscrivent des retranscriptions plutôt de ce qui est généralement dit. Euh, on a des métiers tels que les rédacteurs web, c'est-à-dire ceux qui écrivent des textes pour les sites internet. Voilà des métiers que des personnes sourdes pourraient bien faire sans problème. Le souci précisément dans ce contexte, c'est qu'elles n'ont pas toujours la formation, qu'elles n'ont pas l'information, qu'elles n'ont pas la formation, qu'elles n'ont pas les formations, et qu'il n'y a pas une réflexion globale sur ce que peut être les métiers dans lesquels on pourrait retrouver ces personnes-là aujourd'hui ou alors demain. Il n'y a pas cette réflexion globale-là et malheureusement, c'est un frein à leur insertion professionnelle réussie. Alors, j'ai tout à l'heure parlé du frein à leur, du frein à leur insertion, et ce frein naît souvent
de l'éducation et même de la langue, du fait de la maîtrise insuffisante de la langue des signes. Alors, qu'est-ce que j'entends par maîtrise insuffisante de la langue des signes? C'est la... En fait, déjà, je ferais remarquer que dans pas mal de pays africains, pendant longtemps, il y a eu une coexistence de plusieurs pédagogies. On a eu des pédagogies orales et cela a à voir avec les pays francophones dans lesquels la pédagogie oraliste était la norme. On a aussi eu dans d'autres pays des pédagogies gestuelles, mais je dis dans d'autres pays, mais je devais plutôt dire dans d'autres écoles, parce que en fait, ce qui s'est souvent passé, c'est que dans les pays, dans les écoles plutôt, fondées par des promoteurs francophones, et ces promoteurs étaient souvent des missionnaires, la pédagogie suivait souvent la méthode qu'on trouve dans les pays, en France notamment, c'est-à-dire la méthode, la méthode oraliste, la méthode tonale. Et dans les pays anglophones, généralement, on allait plus mettre l'accent sur la pédagogie gestuelle, sur la langue des signes. La conséquence, c'est que lorsque on a eu le retour en fait, on a eu le réveil, ce qu'on appelait le réveil sourd, et on a eu le grand retour de la langue des signes dans la plupart des grands pays. Cette langue des signes-là a cette langue des signes et cette pédagogie gestuelle se sont aussi imposées naturellement dans les écoles africaines. Euh, ça a conduit à deux choses. Premièrement, dans les écoles africaines, on retrouve à la fois, j'ai dit, cette coexistence de deux pédagogies. On a la langue des signes et on a une forme un peu dérivée de de la méthode oraliste. C'est ce qu'on appelle la langue parlée complétée, c'est-à-dire on va parler, mais pour aider l'interlocuteur à déchiffrer le message qui est énoncé, on va faire un ensemble de signes qui doivent lui permettre de bien décoder, de décoder correctement le message qui est transmis. Alors, on aura cette forme de pédagogie-là, mais on aura aussi la pédagogie gestuelle qui tend à s'imposer. Mais on n'aura pas seulement la pédagogie gestuelle, on aura plusieurs pédagogies. En fait, quand je dis plusieurs pédagogies gestuelles, je dois plutôt dire plusieurs langues des signes. Euh, Si on prend un pays qui est totalement francophone comme le Burkina Faso, au Burkina Faso, on retrouve à la fois euh, l'ASL, la langue des signes, l'American Sign Language, la langue des signes américaine. On a la LSF, la langue des signes française. Et on a aussi une forme de langue des signes qui est, je dirais, un peu propre au burkinabé. On a une sorte de langue des signes intuitive. C'est le cas parce que dans je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays où les écoles ont été créées par des missionnaires francophones, pas des promoteurs francophones, on a privilégié les pédagogies qu'on trouvait en France, on a privilégié la langue des signes française. Dans le cas des écoles créées par des anglophones, par des Américains, on a privilégié des pédagogies importées des États-Unis. On a privilégié aussi la langue des signes, naturellement, qui vient des États-Unis, l'American Sign Language. Bon, alors, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, puisque on a déjà le dit précédemment, les personnes qui communiquent en langue des signes, quelle que soit la langue des signes, se comprennent un peu plus facilement. Le problème, en revanche, c'est plutôt dans la communication avec les personnes entendantes. Euh, on a beaucoup de formateurs qui sont des entendants, mais qui n'ont pas toujours une bonne connaissance, pas une parfaite, mais une bonne connaissance de la langue des signes.
peut-être, et la langue des signes n'est pas toujours, il faut aussi l'avouer, elle n'est pas toujours suffisamment diffusée dans les communautés de sourds elles-mêmes. Dans les communautés de sourds elles-mêmes. Alors, on a donc cette circulation insuffisante de la langue des signes qui est un véritable frein à la communication, à la communication efficace et, oui, efficace et efficiente des personnes sourdes. On aurait pu avoir une communication qui soit plus efficace, mais on aurait aussi pu avoir un plus grand volume de communication avec une meilleure maîtrise de la langue des sourds. Mais on n'a pas encore cela. Il y a encore des efforts à faire en Afrique au niveau de la sensibilisation à la langue des sourds, au niveau même de l'apprentissage de la langue des sourds. Mais il n'y a déjà pas beaucoup de personnes, beaucoup de formateurs. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont formées. Et la conséquence logique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui pratiquent cette langue-là. Malgré cela, on note quand même que certains pouvoirs publics ont fait des efforts pour promouvoir la langue des signes, notamment dans certains aspects de la sphère publique. On pense notamment dans des communications gouvernementales, dans les journaux, mais cette promotion-là est encore à un niveau beaucoup trop symbolique. Beaucoup trop symbolique. Elle n'est pas encore suffisante pour que le sourd qui a une connaissance de la langue des signes puisse facilement trouver un interlocuteur dans son environnement proche. Cette promotion-là n'est pas encore suffisante et il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour favoriser cette intégration des sourds dans les sociétés africaines. Donc cette sensibilisation doit, si on peut se résumer, viser d'abord le, la, le regard qu'on a sur le sourd, considérer que c'est une personne comme les autres, un individu comme les autres, et ce n'est pas un individu sur qui pèse le mauvais œil, sur qui il y a le mauvais œil. C'est un homme comme les autres, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une sensibilisation sur la langue des signes, sur la langue des signes, sur la culture des sourds, qui est insuffisante encore à l'état actuel dans la société africaine. Et enfin, il y a une grosse sensibilisation à faire sur la prise en charge des sourds qui ne sont pas suffisamment pris en charge. Et on a notamment la question des dépistages, des prothèses, des dispositifs auditifs pour accompagner les personnes sourdes, pour même remédier à la déficience, surtout dans le cas des enfants. On a cette sensibilisation là encore à mener en Afrique et c'est uniquement en cochant ces différentes cases là qu'on va réussir à